en réalité, en réalité. Et il faut que les jeunes le comprennent. Lorsqu'on prétend rééchelonner pour se donner un ballon d'oxygène, d'abord, ce n'est pas la solution. Mais ensuite, il faut qu'on sache qu'on sacrifie les générations futures. C'est-à-dire que nous condamnons les générations futures à ne pas avoir une vie meilleure à celle que nous avons connue. Ce n'est pas normal. C'est de la méchanceté. C'est du cynisme. C'est même un crime, il faut le dire comme ça. Et, On ne peut et, pas et, continuer à et, condamner et, les et, et, générations comme et ça. il faut le dire, c'est même un crime. Quand j'ai vu le plan du ministre des Finances, etc., non, faut être sérieux. Maintenant, Christian, pose-toi la question. Pourquoi ce ministre des Finances ne s'intéresse pas aux 14 000 milliards? Pourquoi ce ministre des Finances ne s'intéresse pas aux 5 000 milliards? En fait, c'est pour dire, nous avons choisi une vision, celle de nous enrichir, de prendre cet argent, de le planquer à l'extérieur. Si ça chauffe comme d'habitude, ben, nous chercherons à prendre des avions, nous laisserons ces pauvres diables qui ne pourront pas s'entretuer et nous, on va jouer de notre richesse. Est-ce que c'est sérieux? Et quand je vois les jeunes se mobiliser sans comprendre que ce qui se passe, c'est leur vie qui est en train d'être sacrifiée, mais je suis terriblement Il y a peiné. aussi des femmes, hein, Clément Mirassa, pas seulement les jeunes hommes, il y a aussi l'organisation des femmes, je crois, du PCT. Les femmes ont marché, je ne sais pas c'était quand là, on les a vues. Donc on comprend bien que même les femmes sont devenues complices des crimes, il faut le dire comme ça, économiques et financiers au Congo, Brazzaville, voilà. Ben, les femmes profitent du système. Tu veux qu'elles fassent quoi? Elles profitent du système. Soit elles sont femmes titulaires, soit elles sont quatrième, cinquième ou sixième bureau. Vous avez écouté ce qui s'est passé en Guinée équatoriale. L'affaire Et Balthazar. je ne parle pas de Balthazar en l'affaire, miniature je ne alors parle au pas de Congo-Brazzaville. l'affaire Balthazar, mais ça a mis à nu un certain système, notamment du côté des femmes. Donc, il y a un certain nombre de choses qu'il faut regarder. Nous avons parlé évidemment de la crise économique et financière. Nous avons parlé de beaucoup d'autres choses, la vente des terres, la cession des terres arabes du Congo-Brazzaville au Rwanda. Alors, parmi ces crises, il y a aussi la crise politique. C'est vrai que vous avez commencé, vous avez amorcé sur la crise politique, mais que devrait-on faire? Sinon, que doivent faire les Congolais pour finalement changer les choses, voilà. Il faut que ça change, sinon, après, voilà. Sinon, c'est un suicide collectif. Bon, les Qu'est-ce que vous Congolais doivent proposez, prendre vous? leur destin. Je Les sais qu'il y a Congolais, d'autres qui commencent par don, il y a d'autres qui proposent déjà des dialogues politiques ou dialogues tout court, dialogue inclusif. Et d'aucuns parlent de transition apaisée, non conflictuelle. Et d'autres parlent de conférence nationale. Vous, qu'est-ce que vous proposez? Bonjour et bienvenue, mesdames, messieurs. Ravi de vous compter encore parmi nous sur R7, notamment, dont Droit de savoir, où j'ai le plaisir de recevoir encore sur ce plateau Clément Mirassa, qui n'est plus à présenter à nos fidèles téléspectateurs, mais pour ceux qui le découvrent, il est économiste, statisticien, président du Parti social-démocrate congolais, ancien ministre du Commerce, ancien ministre congolais du Développement industriel. Au cours de cet échange, nous reviendrons sur le dossier rwandais, la vente des terres arabes du Congo-Brazzaville. Au Rwanda, 980 km² ont été cédés au Rwanda en violation, vous le savez, de la constitution congolaise. Une affaire aussi grave mais occultée par la crise multidimensionnelle actuelle que traverse le Congo-Brazzaville. Des accords, ça aussi vous le savez, qui menacent sérieusement la sécurité nationale et l'intégrité territoriale du Congo, j'allais dire la souveraineté territoriale du Congo-Brazzaville. Sur ce dossier, nous prendrons appui sur ce qui se passe actuellement au Mozambique.
Nous aborderons également l'actualité socio-économique du Congo-Brazzaville avec la dégradation, bien sûr, la très mauvaise nouvelle qui vient de tomber, la dégradation de 4 crans, la note du Congo par l'agence britannique Standard Poor's sur l'échelle de notation. Remettons donc en cause le plan national d'optimisation de la trésorerie adopté en octobre dernier par le gouvernement Anatole Coliné Makosso pour réchelonner sa dette obligataire sur le marché domestique. Voilà pour l'essentiel de ce qui va caractériser cet échange avec Clément Mirassa. Bonjour Clément et merci d'être encore avec nous dans Droit de savoir. Merci, Christian. Bonjour. Merci pour cette opportunité qui nous permet d'échanger sur la situation de ce pays qui va très, très mal, qui va mal, et pour lequel il faut que nous nous battons pour l'avenir, parce que pour l'instant, l'avenir paraît très, très sombre. Oui, l'avenir paraît très stressant, mais peut-être pour une catégorie des Congolais, hein. On va le comprendre tout à l'heure. Alors, commençons par le Rwanda accusé de répression Mozambique contre des manifestants qui rejettent les résultats de la présidentielle du 9 octobre dernier. Ainsi, je vais vous proposer d'abord de suivre cet extrait, en fait, d'un appel d'une jeune demoiselle mozambicaine qui interpelle Paul Kagame et on revient sur le plateau pour le commentaire. Suivez. President from Rwanda, let me tell you something. We opened the door for you and your people, and they are full here in Mozambique. But we not kill them because we respect you. But you come to my country and kill my people. You kill my people. You kill kids. You see, this fight is not your fight. This fight in Mozambique is not your fight. Okay? Please get out in Mozambique with your military. Get out here. Get out. This fight is not your fight. Essa luta não é tua, é dos moçambicanos. Então saia com teus militares aqui, porque nós vamos levantar uma guerra. E não se esqueça que aqui tem ruandeses. Tem ruandeses aqui em Moçambique. Ok? Então não procura uma luta. Não procura uma luta. Voilà, alors vous avez donc suivi, c'est une demoiselle, une très jeune mozambicaine qui s'adresse à Paul Kagame, lui rappelant que nous vous avons reçu chez nous au Mozambique en paix, vous et vos compatriotes. On n'a jamais fait donc du mal à qui que ce soit, jamais tué un seul Rwandais, mais depuis là, vous êtes en train de nous tuer, nous massacrer chez nous. Vous tuez les hommes, les femmes, les enfants. Alors, je vous prie, Monsieur Kagame, de prendre vos gares, partez, quittez notre territoire, quittez le Mozambique. Alors, Clément Mirassa, ma première question. Votre commentaire sur ce qui se passe au Mozambique, où le Rwanda est accusé, bien sûr, de répression, c'est-à-dire les troupes rwandaises qui se sont installées donc au Mozambique pour sécuriser certains sites pétroliers de Total, aujourd'hui accusés de participer à la répression des manifestants pacifiques au Mozambique. Christian, merci bien pour la question. Je vais juste rappeler, s'agissant de cette situation, rappeler la situation de notre propre pays, où nous avons toujours élevé des voix pour dire que dans la coopération entre notre pays et le Rwanda, il y avait un agenda caché. Et ce qui se passe au Mozambique fait apparaître clairement que dans les accords qui ont été signés, dans la coopération entre le Mozambique et le Rwanda, il y a un agenda véritablement caché que les Mozambicains ont découvert au fil du temps. Ils ont découvert petit à petit et ils réalisent présentement que la situation est devenue insupportable et intolérable. Tu as parlé de l'image de la jeune fille, mais il y a une autre image qui est frappante. C'est cette ambassade du Rwanda au Mozambique qui est fermée. Elle est fermée. Et aujourd'hui, les voix s'élèvent au Mozambique pour demander à Paul Kagame, pour demander au RDF, les forces de défense rwandaises, de quitter le Rwanda. Parce que finalement, ils sont accusés de pillage du pays.
d'une volonté manifeste de contrôler le système de l'État, de faire perdre au Mozambique la souveraineté et en fait de devenir une colonie. En fait, une L'ingérence, forme d'ingérence dans les affaires. c'est une forme d'ingérence. Et l'ingérence, elle est notoire. Elle a été scandaleuse avec l'élection qui s'est passée. C'est bon d'évoquer au Congo, puisqu'il y a une élection qui pointe à l'horizon que Kagame se mêle. Et Kagame est accusé maintenant au plan international d'expansionnisme régional. Donc, ce n'est plus la dénonciation que nous avons faite au Congo, que les gouvernants n'ont pas voulu reconnaître. Mais même nos gouvernants sont mis à nu. Parce qu'au niveau de notre propre pays chrétien, il faut que je rappelle, nous avons posé une question claire au gouvernant. Qui ment du Congo et du Rwanda? Vous avez le Congo, jusqu'aux plus hautes autorités de l'État, des déclarations selon lesquelles aucun centimètre, aucune parcelle de terre n'a été cédée au Rwanda. Et vous avez, à contrario, du côté rwandais. D'abord, on découvre que le 27 juillet 2021, l'ambassadeur rwandais s'est rendu chez Pierre Mabiala, le ministre chargé des Affaires foncières, pour réclamer des titres fonciers pour des terrains que le Congo avait offerts à l'État rwandais. Et ça, les autorités congolaises, au niveau le plus haut, dénient ça. D'où ça vient, on n'en sait rien. Mais l'information la plus flagrante, c'est celle qui est sortie sur la chaîne de télévision rwandaise, la chaîne nationale de télévision rwandaise, et où on a vu une déclaration faite de façon claire en disant que du 4 au 8 mars 2024, une mission des membres du secteur privé rwandais s'est rendue à Brazzaville et a visité 2 sites de terrain d'une superficie cumulée de 980 km², c'est-à-dire 2 enclaves rwandaises au Congo, qui appartiennent désormais au Rwanda. Et devant ce scandale, les gouvernants disent il faut apporter les preuves, faut pas être ridicule. La preuve est faite. Et nous avons toujours dénoncé cela. Et nous rappelons, Christian, la position que les Congolais ont prise en disant non à la vente des terres au Rwanda, non à la cession des terres sous quelque forme que ce soit au Rwanda, oui à l'annulation pure et simple. Mais je tiens à rappeler aux Congolais, et je leur montre la grande interview que le président Denis Sassou a accordée. En fait, dans cette interview, que découvre-t-on? Le président Sassou a donné à l'opinion nationale et à l'opinion internationale son point de vue qui consiste à ne pas respecter ce que les Congolais veulent et à imposer coûte que coûte la présence rwandaise au niveau du Congo. Et je crois que c'est clair, puisque quand je prends la question qui lui a été posée, je peux la reprendre à travers l'interview. La question qui lui a été posée est claire. Les Congolais s'interrogent également à propos des terres agricoles accordées à des sociétés rwandaises. Comprenez-vous là aussi leur inquiétude? Écoutez le début de la réponse du président Sassou. Il y a dans cette affaire une bonne dose de manipulation politicienne. Non, il faut dire au président Sassou qu'il n'y a pas une dose de manipulation politicienne. Il y a que les Congolais tiennent à leur souveraineté. Ils ne veulent pas du tout céder un brin de leur souveraineté au Rwanda. Les Congolais ne veulent pas que le Congo devienne une colonie rwandaise. Nous ne savons pas les engagements financiers que les gouvernants ont dû être obligés de prendre avec les Rwandais. Mais les Congolais ont dit non. Et ils se sont exprimés clairement pour l'annulation pure et simple des accords signés avec le Rwanda. La chose est claire. Je crois que les Congolais ont la possibilité de prendre des positions sur ce qui intéresse leur pays et le président Sassou ne devrait pas venir les contredire. C'est bien la volonté des Congolais. Et nous attirons d'ailleurs l'attention que les gouvernants actuels ne sont pas crédibles sur beaucoup de points parce qu'ils ne sont pas en Évidemment, c'est la conformité. question que tout le monde donc va se poser. Qui manipule qui et qui manipule quoi? En tout cas, il y a forcément quelqu'un qui ne dit pas la vérité dans ce dossier. Mais avant de continuer, je vais donc proposer cet élément de reportage sur l'installation, évidemment, du Rwanda au Mozambique. C'est bien l'opposant principal, mozambicain,
qui en parle, une installation, j'allais dire, voilà, déguisée, comme ça se passe d'ailleurs au Congo-Brazzaville. Tout ça, c'est pour permettre évidemment à nos téléspectateurs de bien comprendre le modus operandi du Rwanda, qui est en train évidemment de déployer, comme qui dirait, voilà, son programme, sinon sa politique de prédation en Afrique centrale. Suivez ce reportage et on revient sur le plateau. Comportar como se fôssemos uma colônia ruandesa. Acheter comme si nous étions une colonie rwandaise. Cela n'a pas été discuté. Quel est le coût que nous supportons avec le Rwanda? Quelle est la durée de la présence du Rwanda ici au Mozambique? Que fait exactement le Rwanda à Cabo Delgado en ce moment? Il ne protège que les affaires de Total. Tout le reste, sans lien avec les affaires de gaz et de pétrole, n'est pas protégé par le Rwanda. Est-ce vraiment ce que nous voulons? C'est la même chose que le Rwanda fait en République démocratique du Congo. Sommes-nous en train de former une colonie rwandaise ici? Pourquoi le président n'en a-t-il pas parlé? Le président rwandais Paul Kagame est désormais sous le feu des critiques au Mozambique. Alors que les troupes des RDF, initialement déployées pour stabiliser le Mozambique, sont accusées d'avoir tiré sur des civils innocents. Protestant contre les résultats des élections, l'opposition mozambicaine remet en question leur véritable mission. Cette situation a suscité l'indignation et intensifié les appels au retrait des troupes de Kagame, rappelant la même résistance qu'il affronte au Congo. Alors, Clément Mirassa, donc de la protection des sites d'exploitation pétrolière de Total, les voilà désormais dans la répression des manifestants. Nous l'avons dit tout à l'heure, une ingérence dans les affaires intérieures, bien sûr, du Mozambique. Alors, c'est le même modus operandi. On voit bien comment ils sont en train d'arriver au Congo-Brazzaville. Et c'est pareil, ça s'est passé aussi ainsi en RDC. À quoi faut-il s'attendre finalement au Congo-Brazzaville? Puisque je crois que la prochaine victime, s'il faut le dire, la cible maintenant du Rwanda, c'est le Congo-Brazzaville, avec ce signalement récurrent d'ailleurs, la présence rwandaise autour du pouvoir. De plus en plus, nous avons des informations comme ça, que nous sommes aussi en train de vérifier. Mais il nous remonte de temps à autre que les Rwandais sont en train de s'installer au Congo. Quand je dis les Rwandais, je fais allusion bien sûr aux hommes de Kagame parce que au Congo, il y a une communauté rwandaise qui s'est installée, qui est arrivée lors du génocide rwandais. Le Congo avait accueilli une bonne communauté rwandaise. Je crois qu'ils sont autour de 8000 si je ne me trompe pas. Je ne parle pas de cela, mais je parle des Rwandais qui viennent avec, dans le programme de Kagame, dans leurs accords, donc relatifs aux accords, bien entendu, de cession des terres. Et on nous dit qu'il y a des Rwandais qui sont installés, qui sont en train de s'installer au Congo-Brazzaville. Ils sont même autour déjà du pouvoir. Tout ça, c'est à vérifier. Mais à quoi peut s'attendre donc le Congo-Brazzaville? Christian, je crois que aujourd'hui nous avons beaucoup d'informations. Et il y a une information qui préoccupe les Congolais. C'est une révélation qui a été faite par Laurent Sokoko que nous avons reprise lors d'une émission le 3 août. Révélation selon laquelle Laurent Sokoko aurait accompagné Denis Christel Sassou Nguesso chez le président Dos Santos et qu'au cours de cette rencontre, Denis Christel Sassou Nguesso aurait déclaré, Denis Sassou Nguesso est le fils du président, membre du gouvernement, membre du bureau politique du Parti congolais du travail. Au cours de cet entretien, selon Laurent Sokoko, ce n'est pas selon Mirassa, selon Laurent Sokoko qui était présent, Denis Christel Sassou Nguesso aurait déclaré, que son père ne travaille pas bien, c'est lui qui le dit. Donc, il fait le bilan du travail de son père. Oui, pendant que vous rappelez cela, Clément Mirassa, il faut aussi rappeler à nos téléspectateurs que Laurent Sokoko s'est dit disposé d'aller témoigner sur place. Il a toujours demandé cette confrontation, mais jusqu'aujourd'hui, finalement, il n'a jamais été invité à Brazzaville. Vous pouvez continuer. Donc, son père ne travaille pas bien. 2, les Congolais ne l'aiment pas. 3, il ne faut pas
se préoccuper de l'image qu'il essaie de donner à l'extérieur et ça ne correspond à rien au niveau de l'intérieur. 4, il faut conserver le pouvoir. 5, pour conserver le pouvoir, il a besoin du soutien et de l'appui de Dos Santos, comme Dos Santos l'avait apporté à son père en 97 pour qu'il s'accapare du pouvoir. Et c'est le président Dos Santos qui finit par s'interroger et qui pose la question à Laurent Sokoko. Est-ce vraiment le fils de mon ami Denis Sassou Nguesso? Et Sokoko lui dit oui. Mais ce que Sokoko dit après est très important par rapport au débat que nous avons. Parce que Sokoko dit quoi? Il lui dit qu'une fois que Denis Christel Sassou Nguesso s'est rendu compte que ça n'a pas marché avec Dos Santos, mais Denis Christel Sassou Nguesso s'est tourné vers le Rwanda et s'est mis comme sous le parrainage avec Corneille Nangaa de la RDC, sous le parrainage de Paul Kagame, ce qui explique tout ce que nous vivons. Maintenant, Christian, il y a plusieurs questions qu'on se pose. Première Oui, mais question. pendant qu'on va se poser cette question, Clément Mirassa, il y a tout de même une préoccupation, puisque vous abordez déjà le sujet. Depuis fort longtemps, Laurent Sokoko est en train de donner, comme on dirait, une alerte, est en train de donner une information capitale. Ça tient quand même de la sécurité, de la sûreté, j'allais dire, intérieure du pays. C'est une menace, en fait, de coup d'État, un programme, un projet de coup d'État concocté par Denis Christel Sassou Nguesso contre son père, Denis Sassou Nguesso. Mais depuis là, depuis que cette information est donnée avec insistance, rappel sur rappel, personne n'est interpellé à Brazzaville sur cette affaire. C'est ce qui paraît curieux. Et certains observateurs estiment que finalement, le Congo aujourd'hui est contrôlé par Denis Christel Sassou Nguesso. C'est lui qui dirige le Congo parce qu'il n'y a pas de raison qu'une telle information donnée avec insistance que personne ne soit interpellé. Sassou Nguesso lui-même, je parle de Denis Sassou Nguesso lui-même, contrôle-t-il encore le Congo? Si oui, pourquoi Denis Christel Sassou Nguesso, qui veut tenter à, j'allais dire, à l'institution présidence de la République, n'est-il pas interpellé? Comment expliquer ça? Christian, tu touches là un problème de fond. Tu touches un problème de fond, d'autant que l'on peut rapidement faire le parallèle avec ce que l'on a mis sur le dos de Jean-Marie Michel Moukoko lorsqu'il a annoncé qu'il était candidat en février 2016. Il a annoncé dans la matinée et le soir, on a fait circuler une vidéo sur les réseaux sociaux d'abord pour dire qu'il était en train de fomenter un coup d'État et par la suite, c'est arrivé et ça a été pris en charge par, à l'époque, la Direction générale de la surveillance du territoire. Et nous savons ce qui est arrivé à Jean-Marie Michel Moukoko aujourd'hui. Et il est difficile de comprendre qu'il y ait une information où on parle d'un projet d'assassinat du président de la République et où toutes les institutions, le Parti congolais du travail est silencieux, la personnalité mise en cause est membre du bureau politique du Parti congolais du travail, fils du président, certes, mais membre du gouvernement. Et l'article Oui, 15 mais de pendant notre... que vous le dites, c'est là ma curiosité, parce que finalement, lorsque vous rappelez l'arrestation, le procès, j'allais dire, du général Jean-Marie Michel Mokoko, on pouvait penser qu'il y avait déjà là jurisprudence. Donc on ne comprend pas pourquoi aujourd'hui, dans le cas de Denis Christel Sassou Nguesso, révélé par quelqu'un qui se dit d'ailleurs disposé et prêt à aller témoigner, Denis Christel Sassou Nguesso n'est pas interpellé. Et ma question, je vous pose là, est-ce que vous n'avez pas la même impression? Peut-être que ce n'est pas seulement une simple impression. Est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, finalement, le Congo est dirigé par Denis Christel Sassou Nguesso et qui n'attend que probablement formaliser sa présidence? Mais Christian, cette impunité ne dure pas que maintenant. Elle perdure. Denis Christel Sassou Nguesso, avec tant d'autres, sont mêlés dans de gros scandales économiques et financiers qui ont plongé le pays dans la situation actuelle. Je ne prendrai qu'un un petit cas. Son appartement à Miami. Il y a eu, ça a été jugé au niveau des États-Unis.
La justice a bien tous les documents. Pourquoi on est silencieux là-dessus? Je prends un autre cas. Pourquoi on est silencieux sur les révélations faites sur les Panama Papers, c'est sur les 5 ou 6 Congolais qui détiendraient 5 500 milliards, dont Denis Christel Sassou Nguesso, qui a pratiquement une fortune évaluée, semble-t-il, qui toucherait, qui approcherait les 2000 milliards. Et on se demanderait Il y a comment aussi il se... l'affaire de Donc, son hôtel donc particulier parisien. il y a un côté de gestion clanique. Il y a un côté de gestion clanique. Oui, mais est-ce Et que il y a un cela est côté... suffisant, Clément Mirassa? Je reviens sur ma question. Est-ce que vous pensez que cela est suffisant pour fermer les yeux, et j'allais dire, de l'information capitale et j'allais dire menaçante d'un projet de coup d'État? Parce qu'on a fermé les yeux sur les scandales économiques. Encore là-bas, on dirait, mais là, c'est une affaire d'un pouvoir, d'un coup d'État, donc qui menace presque l'institution présidence de la République. C'est toujours la Non complaisance seulement parce que qui c'est menace, un pouvoir clanique et qu'on peut tout laisser faire, c'est ça. dans tous les cas, la Constitution ne prévoit rien en ce qui concerne un fils du président. La Constitution est claire. C'est le président qui est élu. C'est lui qui a les manettes. Maintenant, s'il y a une certaine impuissance, c'est à ce niveau. Et il faut s'en prendre au président de la République et constater une fois de plus, comme nous l'avons déjà fait, qu'il ne respecte pas le serment qu'il a prêté, de respecter et de faire respecter la Constitution, et ensuite, entre autres aspects, de garantir la paix et la justice à tous. Je rappelle l'article 15 de la Constitution, l'article 15 de notre Constitution, qui dit que tous les citoyens congolais sont égaux devant la loi et ont droit à la protection de l'État. Nul ne peut être favorisé ou désavantagé par rapport à sa condition familiale, par rapport à son origine ethnique, par rapport à ses convictions politiques, religieuses, philosophiques et autres. Donc, nous sommes. Donc, le cas, il faut l'interroger et la question, pourquoi le président Denis Sassou Nguesso, une fois de plus, ne respecte pas le serment qu'il a prêté de faire respecter. Je rappelle à ce titre, et tu fais bien d'insister, Christian, je rappelle à ce titre que en Guinée équatoriale, un des fils du président Obiangema vient d'être condamné à plusieurs années d'emprisonnement pour avoir vendu un avion qui appartenait à l'État et avoir pris le produit de cette vente pour le verser dans son compte personnel. Donc, la Oui, mais Clément, responsabilité... vraiment, les téléspectateurs vont nous en excuser. Moi, je reviens sur ma question et avec insistance. Pourquoi je le fais? Parce que je sais que vous serez les premières cibles. Oui, vous serez les premières cibles, qu'on le veuille ou non. Je dis vous, les opposants, pas vous, en tant que Clément Mirassa, les premières cibles. Si cette affaire n'est pas traitée avec sérieux, vous serez les premières cibles. Pourquoi? Parce que, et moi, ma question, je ne sais pas si vous êtes la personne à même de répondre à cette question, c'est de chercher à savoir si réellement, parce que tout à l'heure, vous avez rappelé qu'il a prêté serment. Mais est-ce que Denis Sassou Nguesso est encore en capacité de diriger le Congo? Ce que nous sommes en train de voir, d'observer ces jours-ci, nous fait comprendre, moi je peux me tromper, hein, mais je pose quand même des hypothèses, parce que de toute façon, les hypothèses, on peut les poser. J'ai bien l'impression que Denis Sassou Nguesso ne contrôle plus rien et que tout est fait par soit ses enfants qui l'entourent, parce qu'il suffit d'observer évidemment les différentes délégations qui l'accompagnent, même à l'extérieur. Vous verrez, il y a donc ses enfants, souvent Claudia, Denis Christel Sassou Nguesso, ses parents, donc ses oncles, on voit à côté Dominique, Jean-Dominique Okemba ou les autres. Après, il y a le petit-fils Bongo qui est à côté. Vous voyez que mais vraiment, c'est devenu familial. Bon, après les décisions qui se prennent, parce qu'aujourd'hui et depuis un certain moment, nous avons parlé de cette affaire-là, même s'ils ont tenté de balayer ça d'un revers de main, la présence de François Joly dans le cabinet présidentiel. Et nous apprenons que c'est Denis Christel Sassou Nguesso qui l'a introduit. D'accord? Et là, nous parlons d'une situation, mais grave, très grave. C'est le projet de coup d'État de Denis Christel Sassou Nguesso. Depuis qu'on en parle, les services de renseignement ne s'y intéressent pas.
ne s'en intéresse pas plutôt. Personne n'interpelle ni l'Assemblée, ni le Sénat. Le gouvernement, n'en parlons pas, parce que déjà là-bas, je ne pense pas que Anatole Kouliné Makosso peut interpeller Denis Christian Sassou Nguesso, mais même au Parti congolais du travail, Denis Christian Sassou Nguesso n'est pas interpellé. Il y a quelque chose qui ne marche pas au Congo-Brazzaville. C'est là que je vous pose la question, est-ce que vous, à votre niveau, Christian, vous pensez que Denis Sassou Nguesso est encore en capacité de diriger le Congo? Christian, ce que tu dis, d'abord, tu as dit quelque chose d'important. Tu attires notre attention en tant qu'opposants en disant que nous sommes les premières cibles. Est-ce que les opposants en ont véritablement conscience? Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, tel que ça marche, Christian, mais tu sens bien que nous sommes dans une dictature et nous l'avons régulièrement dénoncé. Nous sommes véritablement dans une dictature et on fait régner un climat de terreur qui fait que même au Parti congolais du travail, même au gouvernement, personne n'ose lever le doigt. Mais plus grave encore, Christian, et c'est le troisième point, il n'y a pas de contre-pouvoir. Le Sénat a-t-il interpellé Denis Christian Sassou Nguesso ou Anatole Kouliné Makosso? L'Assemblée nationale a-t-elle interpellé, etc.? Non. Mais en fait, sur ce que tu dis, en fait, si je prends ce créneau, c'est-à-dire la signature des accords entre le Congo et le Rwanda, mais vous avez vu que Denis Sassou Nguesso s'est retiré et il a donné les pleins pouvoirs à Denis Christian Sassou Nguesso de signer tous les accords, parce que les accords ont été signés. La première série a été signée en novembre 2021 et la deuxième série a été signée en avril 2022. Mais tous ces accords, quelle que soit la défense, etc., tout ça, ça a été signé. Et lorsqu'il s'est agi de défendre la position et d'expliquer aux Congolais le bien fondé, qu'est-ce qui s'est passé? Mais Denis Christian Sassou Nguesso a disparu. Mais il a délégué Kouliné Makosso, qui s'est adjoint Thierry Mungala et puis Pierre Mabiala pour expliquer. Donc, vous avez vu que même là, le gouvernement... Donc, sur le dossier rwandais, moi, je peux dire que sur le dossier rwandais, avec les éléments que nous avons, évidemment, nous constatons que Denis Christian Sassou Nguesso se semble avoir eu tous les pouvoirs de son père, de sorte que lorsqu'il y a la révélation d'un projet d'assassinat de Denis Sassou Nguesso lui-même, qui aurait porté atteinte à la sécurité du pays, et avec les rumeurs qui circulent, on est surpris de constater qu'il n'y a pas de contre-pouvoir. Même l'opposition n'élève pas la voix. Oui, mais c'est la question qu'on se pose aujourd'hui. Qui a attribué tous ces pouvoirs à Denis Christian Sassou Nguesso? Vous vous souvenez, lorsqu'on a interpellé Anatole Kouliné Makosso, je ne sais pas si c'était au bureau politique du Parti congolais du travail, sur cette affaire, bien sûr, des accords de cession des terres, Anatole Kouliné Makosso aurait dit: pourquoi vous n'interpellez pas celui qui est allé signer ces accords-là, donc Denis Christian Sassou Nguesso, qui ne s'est jamais présenté en plus. Donc jusque-là... Mais le problème, c'est... Voilà pourquoi j'étais en train de dire, finalement, le Congo, actuellement, au moment où nous parlons, est dirigé par d'autres personnes, en l'occurrence, et je peux me tromper, après on me le dira, par Denis Christian Sassou Nguesso. Bon, il a donc formalisé son pouvoir, probablement. J'ai la conviction que Denis Christian Sassou Nguesso a eu les pleins pouvoirs pour le Rwanda. Et quand vous regardez tout ce qui s'est passé, même les rencontres avec Paul Kagame, même les rencontres avec les autorités rwandaises, mais c'est généralement Denis Christian Sassou Nguesso qui était à l'avant. Rappelez-vous, c'est lui qui a fait le point de l'exécution de ce qui se faisait, c'est lui qui a pris un certain nombre de... Mais on s'est rendu compte qu'il était en difficulté d'être en contact avec les Congolais et les journalistes lorsqu'il s'est agi du débat que nous avons introduit pour arriver au fait qu'il fallait annuler totalement tous ces accords. Au moins, nous avons donné notre position et je viens de vous dire que le président de la République, à travers la grande interview, a reprécisé sa position. Maintenant, ce que nous pouvons exhorter, il faut qu'on exhorte le président de la République à dire que ce pays, ce n'est pas un pays de la famille Sassou Nguesso. Et si Jean-Marie Michel Moukoko a été condamné avec les services qu'il a rendus à cet État, il n'est pas normal que s'agissant d'un complot international qui a été déjoué
contre le Congo. Que le président de la République et les institutions de la République restent silencieuses pour qu'elles viennent après nous raconter qu'elles fonctionnent bien. Non. Il y a véritablement un problème. Et il y a un problème qui menace la paix dans ce pays. Et les Congolais ont véritablement besoin de paix. Voilà, Christian, ce que je peux dire. Voilà, et donc, si c'est un complot qui a été déjoué, ça encore, c'est vous qui le dites, mais attendons voir jusqu'où ils vont aller avec cette affaire, bien entendu. Mais Clément Mirassa, est-ce qu'on peut penser finalement que la crise socio-économique actuelle, profonde d'ailleurs, constatée par tous les Congolais, est une stratégie politique qui vise à détourner l'attention des Congolais sur, bien sûr, l'installation déguisée des éléments rwandais au Congo-Brazzaville. C'est-à-dire, comme qui dirait en politique, lorsqu'on n'arrive pas à contenir une situation, on crée une autre pour faire diversion. Et donc, ma question, c'est de savoir si la crise actuelle, parce qu'après, il y a des éléments d'appréciation pour comprendre que c'est une crise volontairement créée. Est-ce qu'elle n'a pas été créée pour détourner l'attention des Congolais sur une affaire aussi grave et sensible, notamment les accords de cession des terres rwandaises, et permettre donc l'installation progressive des Rwandais le temps qu'ils s'installent? Après, on vous dira, bon, écoutez, maintenant on peut payer les salaires, il y a tout et tout. Entre-temps, ils se sont déjà installés et prêts à passer à l'action pour laquelle ils sont. Christian, même si c'est la stratégie qui est mise en place, avec ce que nous vivons au Mozambique, il y aura un moment où d'une manière ou d'une autre, les Congolais vont en prendre conscience. Et c'est les Congolais qui doivent prendre leur descente. Mais maintenant, Christian, je reviens quand tu parles de crise créée, etc. Je suis de ceux qui parlent de la crise depuis plus de 12 ans. Nous avons écrit, adressé une lettre ouverte au président Denis Sassou Nguesso en 2012, octobre 2012, pour attirer son attention. Mais parce que la raison fondamentale de ce que nous vivons, entre autres, c'est la mauvaise gouvernance. C'est la propension à l'enrichissement illicite. Et c'est pour ça qu'on a vidé les caisses de l'État. Et aujourd'hui, j'ai été peiné quand j'ai suivi la dernière quinzaine. Je ne sais pas si vous l'avez suivi, la dernière quinzaine du gouvernement. Et il y a un journaliste qui a posé une très belle question à Thierry Lézin-Mungala en lui disant, monsieur le ministre, il s'agit de quel type de crise au Congo? Et j'ai rigolé quand j'ai entendu Thierry Lézin-Mungala dire que c'est la crise de la dette. Non! C'est une crise multidimensionnelle. Et Thierry Mungala se rappelle, et je rappelle aux membres du gouvernement d'Anatole Koliné-Makosso, qu'ils ont tenu un conseil des ministres le 26 mai 2021, peu de temps après la réélection de Denis Sassou Nguesso. Et au cours de ce conseil, ils ont dit que le Congo était frappé principalement par 5 principales crises. À l'époque, il y avait la crise sanitaire, puisqu'il y avait la COVID-19. Après, ils ont évoqué la crise économique et financière. Ils ont évoqué la crise sociale. Ils ont évoqué la crise des valeurs et ils ont évoqué la crise sécuritaire. Et à l'époque, Christian, nous avons réagi en disant que curieusement, ils oublient sciemment la crise politique et la crise électorale. Et la crise politique est la plus importante. Pourquoi je t'en parle? Tu as dû voir sur les réseaux sociaux les images de ce grand meeting réunissant, semble-t-il, la jeunesse du PCT de Poto, qui demande au président Sassou de se présenter à l'élection de 2026. Pourquoi? Comme d'habitude, alors. Mais parce que Denis Sassou Nguesso est le protecteur des responsables des crimes et scandales économiques et financiers. Sassou Nguesso a géré l'impunité à plusieurs niveaux. Il a géré la gestion canique. Et il y a des gens qui pensent qu'ils vont continuer à s'enrichir au détriment du peuple congolais en enfonçant le Congo dans la crise. Le président Sassou, il faut le dire, que les Congolais le disent, il est dépassé actuellement. Il n'a plus de vision. Il a lamentablement échoué. Et en tant qu'homme politique, il devrait tirer les leçons de cette situation. Il a lamentablement échoué, vous avez dit tout à l'heure, Clément Mirassa, et la question, évidemment, parce que là, on parle déjà de la candidature de Denis Sassou Nguesso.
Après, on dira non, c'est beaucoup trop tôt. Mais oui, puisqu'on a vu les jeunes de Poto Poto, vous l'avez rappelé tout à l'heure, qui, soi-disant, demandent à Denis Sassou Nguesso de présenter sa candidature. Et généralement, au Congo, ça commence toujours comme ça. Dès lors que vous voyez ces jeunes sortir et commencer à tenir ce genre de déclaration, ça veut dire que toute la machine est déjà préparée. La machine, bien sûr, pour opérer un nouveau passage en force est déjà en place. C'est ce que ça veut dire. Mais après, il faut qu'on se pose quand même la question à c'est la question que je devrais normalement poser à ces jeunes, mais ils ne sont pas là. Quel est le bilan que Denis Sassou Nguesso pouvait défendre après 41 ans d'exercice du pouvoir, son partage, avec cet échec cuisant que tout le monde est en train de constater? Pas d'eau potable, ce sont là des fondamentaux, hein. Pas d'eau potable, pas d'électricité stable, les villes sont devenues ce qu'elles sont aujourd'hui, des immondices, des ordures un peu partout, qui décore désormais les grandes agglomérations du Congo-Brazzaville. Les salaires ne sont pas payés, des arriérés de salaire à l'hôpital, d'ailleurs, à l'hôpital Adolphe CHU, le centre hospitalier universitaire, le centre hospitalier universitaire de Brazzaville, le CHU. Nous apprenons d'ailleurs que les malades ont été sortis de cet établissement à cause, bien sûr, de la grève. On va revenir là-dessus. Donc, il y a ce problème au niveau des transports, c'est la grève. Vous avez les financiers qui sont allés en grève, l'enseignement en grève. Tout le monde est allé en grève parce que, évidemment, il n'y a plus de salaire. Ils accusent 10 mois, 20 mois d'arriérés de salaire, 76 mois. Quel est le bilan que Denis Sassou Nguesso peut défendre ou que ces jeunes pensent que Denis Sassou Nguesso doit encore se représenter comme candidat à la présidentielle? C'est la question qu'on doit quand même se poser. Ça ne sert à rien de jouer à ce petit jeu de petit malin que tout le monde sait désormais comment ça se passe. Mais moi, la crainte, comme je l'ai dit, c'est que la machine est déjà prête. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ça. Christian, la machine peut être prête. Mais il faut dire une chose, Denis Sassou Nguesso est rattrapé par les faits. Le premier fait qui le rattrape, c'est la déclaration qu'il a faite il y a, je crois, si je ne me trompe, 32 ans. 32 ans, Denis Sassou Nguesso a déclaré quoi? Il a déclaré, j'insiste pour dire que lorsque la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. Et je rappelle à l'attention des Congolais, Christian, Denis Sassou Nguesso a violé la Constitution le 14 août 2002. Et en plus, il n'a pas déclaré son patrimoine. C'est-à-dire qu'il a... Mais il y a d'autres aspects qu'on peut soulever. Il a réédité le même exploit en 2009, alors qu'il aurait dû à l'entrée, en prenant ses fonctions en 2002, déclarer son patrimoine. À la fin de son mandat en 2009, il aurait dû le déclarer. Et en reprenant un nouveau mandat, il aurait dû déclarer. En 2016, il a encore violé la Constitution. Et en 2021, est-ce que, du point de vue de l'éthique et de la morale politique, il est normal? Et je m'interroge et je pose la question au président Denis Sassou Nguesso. Je ne parle pas encore du bilan. Est-ce qu'à partir de ce constat, il est normal, en toute conscience, que le président Sassou pense lui-même espérer se présenter comme candidat à la présidentielle de 2026? C'est pour faire Et quoi? le plus S'il ne flagrant, respecte pas d'ailleurs, pardon, lui-même, Clément Mirassa, le plus flagrant, c'est qu'il est en même temps président du Parti congolais du travail, mais donc président de nous la avons République. ramassé tout ça. Et quand il demande, parce que je m'adresse au ministre de l'Intérieur, je m'adresse au préfet de Brazzaville, ce qui se passe actuellement au Congo, surtout à Brazzaville et surtout à Pointe-Noire, c'est une menace pour la paix. Le Parti congolais du travail n'est pas en conformité avec la loi. Et le ministre Raymond Zéphirine Mboulou prend des textes pour déclarer ce parti conforme à la loi. Ça veut dire que les gouvernants sont dans la tricherie et dans la fraude électorale dès le départ. Nous le savons maintenant. Aujourd'hui, tout le monde sait que non seulement Denis Sassou Nguesso n'a pas respecté la Constitution, il a violé, mais nous savons qu'il est président du Parti congolais du travail. Est-ce que le président du Parti congolais du travail peut organiser dans ce pays une élection libre, démocratique et transparente? Non. Moi, je dis quelque chose de clair, c'est Christian. Est-ce que les acteurs politiques congolais et les gouvernants d'aujourd'hui peuvent avoir un peu d'amour pour ce pays? Ils se sont enrichis. Ils se sont enrichis. On sait de quelle manière ils se sont enrichis. Le président Sassou, il faut le lui rappeler, en termes de bilan.
C'est lui qui, le 12 août 2006, devant le Parlement réuni en congrès, a déclaré que nos budgets dégageaient des excédents et que ces excédents étaient déposés dans un compte de stabilisation à la Banque centrale et qu'aucun franc ne sortirait de ce compte sans la moindre loi rectificative des finances. Et aujourd'hui, 2006 à 2024, ça fait 18 ans. Et aujourd'hui, les Congolais ne savent plus où sont passés les 14 000 milliards de francs CFA. Et quand vous posez la question, c'est l'opposition radicale. Donc, quand vous exprimez un peu d'amour, c'est l'opposition radicale. Mais que le président Sassou explique aux gens, dans tous les cas, dans cette interview, il a dit que le moment arrivera qu'il rende compte aux Congolais. Et j'ose espérer que le 28 novembre prochain, le président Sassou va expliquer aux Congolais pourquoi il n'a jamais respecté la moindre constitution. Il va expliquer aux Congolais pourquoi il protège les responsables des scandaleux crimes économiques Évidemment, pourquoi, pardon, il protège les responsables des scandaleux crimes économiques, évidemment, puisque vous parlez déjà des 14 000 milliards du fonds de garantie des générations futures qui a été dilapidé jusqu'aujourd'hui. Personne n'est interpellé sur cette affaire. C'est quand même 26 milliards de dollars américains détournés comme ça, un tour de bras. Mais à côté de cela, c'est que le Congo est en plein boom pétrolier depuis 3 ans. Il faut le rappeler aux Congolais. 2022, le pétrole s'est vendu à 110 dollars le baril. 2022, c'est entre 87 et 85 dollars le baril. 2024, courant 2024, c'est 82 dollars le baril. Donc la capacité de production n'a pas changé, c'est toujours les 350 000 barils par jour. Et ça a même augmenté avec d'autres découvertes qui ont été faites. Et donc le Congo brasse beaucoup d'argent pour son pétrole, mais vraiment beaucoup d'argent. Donc sans compter les 14 000 milliards, avec tout l'argent qu'on a brassé, et qu'aujourd'hui, quand on parle de la crise financière au Congo, dire que le Congo n'a plus les ressources financières pour payer les salaires, les pensions et autres, on va parler des pensions tout à l'heure, je pense que là, il y a un problème. Ma question, c'est que malgré toute cette manne pétrolière, on n'a pas pu rembourser la dette congolaise, qui est toujours restée lourde, parfois insoutenable. Où est donc passé tout cet argent? Parce qu'aujourd'hui, pour Anatole Koliné-Makosso, la priorité, c'est de rembourser la dette en sacrifiant les Congolais, bien entendu. On veut bien qu'on puisse rembourser la dette, mais il faut qu'on explique aux Congolais où est passée la manne pétrolière depuis 2022, où le pétrole s'est vendu à 110 dollars le baril. C'est quand même un boom pétrolier, jamais connu au Congo. 2023, pareil. 2024, pareil. C'est la même capacité de production, je l'ai rappelé tout à l'heure. Il y a trop d'argent qui entre au Congo et dans le même temps, les Congolais dans la misère excessive. Où est donc passé l'argent du Congo? Christian, mais c'est une belle question à laquelle les gouvernants devraient répondre. Je suis très intéressé par l'analyse que tu fais au niveau de la dette. Je te rappelle que lorsque Koliné Makosso est passé à Paris, il avait présenté l'aspect de la dette en termes de pourcentage. Et il disait qu'il se battait pour qu'on ramène le chiffre à la norme de la CEMAC qui est de 70%. Mais Christian, il faut rappeler aux Congolais que grâce au soutien de la communauté internationale, notamment du Fonds monétaire international, qui nous a acceptés dans l'initiative Pays pauvres très endettés, alors que nous ne sommes pas pauvres, nous avons réussi à atteindre le point d'achèvement de l'initiative Pays pauvres très endettés, mais c'est en 2010. Et il faut dire aux Congolais qu'en 2010, notre dette a été réduite à 1 565 milliards et représentait entre 20 et 25% du produit intérieur brut, ce qui nous ouvrait de très belles perspectives de développement. Mais Christian, je te donne quelques chiffres pour que je n'oublie pas. En 2015, notre dette est passée à 3 036 milliards de francs CFA. En 2020, elle est passée à 6 596 milliards de francs CFA. En 2021,
elle est passée à 8 milliards 130 milliards de francs CFA. En 2022, elle est passée à 8 milliards 149 milliards de francs CFA. En 2023, elle est passée à 8 497 milliards, représentant pratiquement 100% du PIB. Et en mars 2024, au moment où nous parlons, les derniers chiffres, je crois, de la CCA que nous avons, la dette du Congo s'élève à 8 647 milliards. Et Donc, c'est là la question. Que fait-on avec tout cet argent? Mais l'argent, il est volé, il est détourné. C'est le président Denis Sassou Nguesso lui-même qui, le 14 août 2002, a déclaré « Je ne surprends personne » en affirmant qu'en dépit des efforts multiples, le Congo n'est pas, hélas, exempt de corruption, de concussion, de fraude, de détournement. Et il a dit, là, ce sont les gouvernants qui sont interpellés. Ce n'est pas clair, Christian. Donc, le président de la République sait. Oui, mais pendant que le président de la République sait, Clément Mirassa, vous vous souvenez de sa déclaration, il était encore, je crois, à l'opposition, c'est ça, où il disait, bon, enfin, il parlait en lingala, hein, mais en substance, il disait, n'eût été donc ma fonction ou ma qualité de président, je vous aurais dit ou désigné les voleurs, je les connais tous, je vous dirai un tel. Mais si tu as l'élément, si on peut retrouver l'élément, il faut le refaire passer. D'accord, donc on va proposer l'élément à nos téléspectateurs et on revient sur le plateau. Suivez. Attends, Christian, avant de terminer sur ce point, oui. Vous parlez l'argent. Le dernier conseil des ministres, Christian, a décidé que le SMIC est maintenant à 72 500. Je croyais qu'il était déjà à 90 000, mais j'ai découvert qu'il a été ramené à 72 500. Christian, je pose une question claire aux Congolais. Est-ce qu'il est normal que dans un pays où le SMIC est à 72 500, que le Premier ministre gagnerait, dit-on, 25 millions? Non, pas dit-on, c'est confirmé et c'est avéré. C'est 25 millions par mois. Sans compter les frais généraux, oui. C'est-à-dire, Christian, 345 fois le SMIC du Congolais. Est-ce que c'est normal? Et si on prend 15 millions pour le ministre d'État, on peut faire le calcul et se rendre compte que le ministre d'État gagne pratiquement 245 fois le SMIC. Est-ce que c'est normal? Donc, 245 salaires de SMIC. Et quand tu compares avec la situation de la France, où le président Macron est autour de 9 millions, semble-t-il, de francs CFA. Le SMIC est de combien? Mais il tourne autour d'1 million de francs. Il tourne autour d'1 million de francs. Donc, le salaire du président français tourne pratiquement autour de 9 fois. Mais au Congo, le salaire du Premier ministre, c'est 344, 345 fois le SMIC. Non, il faut être sérieux. Mais on comprend aisément que finalement, ils sont là pour se servir et voilà. Mais c'est pour ça. Mais écoute, Christian, mais pourquoi Colline Makosso, en allant en France, a fait la déclaration que le président Sassou peut se représenter en 2026 et qu'il est en train de travailler pour ça? Mais ce n'est pas pour l'amour des Congolais. Pourquoi Colline Makosso, lors de la cérémonie de présentation des vœux, a présenté Denis Sassou Nguesso comme l'homme présidentiel, tout ça? Ce n'est pas par rapport aux résultats. C'est pour dire qu'il continue là. Nous également. Bien manger avec les Nguiri toujours. Nous allons continuer à nous enrichir. Et nous plongerons les Congolais dans la misère et dans la souffrance. Notre préoccupation, ce n'est pas l'amélioration des conditions de vie des Congolais, mais notre situation. Et après, il y en a qui cherchent la nationalité française. D'après toi, pourquoi en ce moment, il y a certains membres du gouvernement qui cherchent la nationalité française? Il y en a qui se marient, même pas au Congo, mais qui se marient en France. Pourquoi? Et quand ils ont l'argent, comme les révélations faites par les Panama Papers, on les dépose dans les paradis fiscaux hors du pays. C'est-à-dire qu'on contribue. En fait, ils préparent leur fuite. C'est ce que ça veut dire. Ils savent que d'un moment à l'autre. Mais bon, avant de continuer, Clément Mirassa, je vais quand même proposer à nos téléspectateurs cet élément où Denis Sassou Nguesso lui-même disait à ses gars, hein, voilà, à ces pionniers, c'est le cas de le dire, ou à ces lieutenants que je vous connais tous. Alors, si n'eût été donc ma posture de président, je pourrais dénoncer, toi, un tel autre, tu as volé ça, tu étais là, tu as volé ci, et puis voilà. Écoutez, il parle en fait, bon, en lingala. Mais en substance, il dit, je connais tout le monde, voilà, tous les voleurs, je les connais, et donc si je veux vous dénoncer, je le ferai. Comme quoi, il a les dossiers de tout le monde. Suivez.
soki ezalaka te mokonzi te bango moko na moko na moko nakoki kotelemisa boye nalobi yo ozalaka boye osalaka boye oyibaka awa. Voilà, alors Clément Mirassa, finalement, Denis Sassou Nguesso connaît ses hommes et il espère, voilà, comme vous avez avant de coutume de le continuer, dire, ils ont Christian, avant de continuer, Oui, est-ce qu'il est possible, est-ce qu'il est normal que le président de la République connaisse tous ceux qui ont détourné et on parle de crise et ils sont laissés tranquilles? Est-ce que c'est normal? ben, c'est un choix qu'ils ont fait, hein. Vous l'avez toujours dit. D'accord. Ils ont choisi de protéger les voleurs, les criminels, et voilà, c'est un système qui fonctionne comme ça. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, nous l'avons dit tout à l'heure, plus rien ne marche au Congo, tout est au rouge. Mais curieusement, on annonce déjà la candidature de Denis Sassou Nguesso pour 2026. Tout ça, c'est pourquoi vous l'avez aussi dit. C'est pour continuer à protéger le gâteau, simplement. Alors, Clément Mirassa, et toujours dans, bien sûr, l'affaire de la dette congolaise, on parle de réchelonnement. Mais alors, réchelonnement pour réchelonnement, parce qu'il faut qu'on en parle quand même. Quelqu'un disait, et j'ai lu une tribune comme ça sur, je crois que c'était sur WhatsApp, où quelqu'un se posait la question, mais attendez, lorsque vous parlez de réchelonnement de la dette, depuis pratiquement les indépendances, encore si on enlève l'époque Youlou, Massamba Deba, depuis là, depuis que Sassou Nguesso est au pouvoir, voilà, je disais, il ne fait que ça. S'endetter, réchelonner, 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 s'endetter. Et voilà, il a sacrifié des générations sur des générations sur des générations, depuis qu'il est au pouvoir. Et même quand il est revenu, il a continué à sacrifier, toujours avec cette affaire des dettes et réchelonnement, il a sacrifié de nombreuses générations. À l'heure actuelle où nous parlons, la génération actuelle aussi est sacrifiée parce que là, on parle de la dette. Collinet a dit, lui, sa préoccupation, c'est rembourser la dette. Et donc, les jeunes qui sont là peuvent, voilà, croupir dans la misère, pas de boulot, rien. La preuve, c'est qu'ils n'ont pas d'eau, ils n'ont pas d'électricité, ils n'ont pas de boulot. C'est une génération sacrifiée. Là, on veut encore réchelonner la dette sur 10 ans ou 15 ans. Comme quoi, léguer cette dette, cette patate chaude, aux générations qui viendront, probablement jusqu'à 2050, en train de payer cette dette, encore qu'ils aient la capacité de payer. C'est quoi cette approche économique? Qu'est-ce que ça vous inspire concrètement? Et pourquoi on devait faire ça? Mais Christian, tu as évoqué le système, le fonctionnement du système. Tu as dit qu'on a choisi de protéger les responsables des scandales et crimes économiques et financiers. Christian, jette un coup d'œil sur ce qui se passe au Gabon. Jette un coup d'œil sur ce qui se passe au Gabon. J'ai suivi une vidéo du président Oligui Nguema qui a réuni les fonctionnaires qui avaient des problèmes de rappel de solde, etc. Il leur a dit quoi? L'État vous doit 106 milliards. Je ne les ai pas aujourd'hui. Mais je m'engage à ce que le 12 novembre, on vous paye 35 milliards. Et toute la salle s'est levée en applaudissements parce que pendant de nombreuses années, l'équipe qui était là avant Oligui Nguema ne faisait qu'accumuler ça, etc. Il y a une question de volonté politique, il y a une question de courage politique, en réalité. Et il faut que les jeunes le comprennent. Lorsqu'on prétend réchelonner pour se donner un ballon d'oxygène, d'abord, ce n'est pas la solution. Mais ensuite, il faut qu'on sache qu'on sacrifie les générations futures. C'est-à-dire que nous condamnons les générations futures à ne pas avoir une vie meilleure à celle que nous avons connue. Ce n'est pas normal. C'est de la méchanceté. C'est du cynisme. C'est même un crime, il faut le dire comme ça. On ne peut pas continuer à condamner les générations comme ça. Et il faut le dire, c'est même un crime. Quand j'ai vu le plan du ministre des Finances, etc., non, faut être sérieux. Maintenant, Christian, pose-toi la question. Pourquoi ce ministre des Finances ne s'intéresse pas aux 14 000 milliards? Pourquoi ce ministre des Finances ne s'intéresse pas aux 5 000 milliards? En fait, c'est pour dire, nous avons choisi une vision, celle de nous enrichir, de prendre cet argent, de le planquer à l'extérieur. Si ça chauffe comme d'habitude, ben, nous chercherons à prendre des avions, nous laisserons ces pauvres diables qui ne pourront pas s'entretuer et nous, on va jouer de notre richesse. Est-ce que c'est sérieux? Et quand je vois les jeunes se mobiliser
sans comprendre que ce qui se passe, c'est leur vie qui est en train d'être sacrifiée. Mais je suis terriblement Il y a peiné. aussi des femmes, hein, Clément Mirassa, pas seulement les jeunes hommes, il y a aussi l'organisation des femmes, je crois, du PCT. Les femmes ont marché, je ne sais pas c'était quand là, on les a vues. Donc on comprend bien que même les femmes sont devenues complices des crimes, il faut le dire comme ça, économiques et financiers au Congo, Brazzaville, voilà. Ben, les femmes profitent du système. Tu veux qu'elles fassent quoi? Elles profitent du système. Soit elles sont femmes titulaires, soit elles sont quatrième, cinquième ou sixième bureau. Vous avez écouté ce qui s'est passé en Guinée équatoriale. L'affaire Et Balthazar. je ne parle pas de Balthazar en l'affaire. miniature Je ne alors peux au pas Congo, reproduire Brazzaville. l'affaire Balthazar, mais ça a mis à nu un certain système, notamment du côté des femmes. Donc, il y a un certain nombre de choses qu'il faut regarder. Maintenant, Christian, je dis, le PCT n'a plus de vision politique. Ils n'en ont pas. Tout ce qui leur reste, c'est une chose, Christian, c'est la conservation du pouvoir. Et ils sont prêts, c'est là où il faut attirer leur attention. Les Congolais ne veulent plus que le sang des Congolais coule. Ils veulent de la paix. Vous les avez enfoncés dans la misère et dans la souffrance, mais laissez-leur une chose qu'ils considèrent comme fondamentale, c'est la paix. Puisque ils sont même incapables d'avoir de l'eau. L'eau, c'est la vie. Ils ne sont même pas capables d'avoir chez eux de l'eau. On fait comment? Et on viendra vous dire, il faut que le président s'assoue. C'est, dit-on, le seul homme capable de développer le pays. Mais Christian, je rappelle aux gens du PCT eux-mêmes qui savent, ils le savent. Le président Marien Ngouabi est mort à 14h30 et dans la journée, on avait déjà eu son successeur. Donc, à mon avis, on tient compte de ce que notre vie, elle dépend de Dieu. Donc, à tout moment, nous Ouais, pouvons de être toute appelés. façon, personne n'est indispensable sur Terre, tout le monde le sait, hein. Il n'y a pas d'homme providentiel, même quand Coliné Makosso se permet un certain nombre de choses. Ah oui, mais je tiens à te rappeler la déclaration du président Mamadou Issoufou, qui a dit, lorsque ses partisans lui ont demandé de briguer un troisième mandat, c'est-à-dire de violer la Constitution, il a dit, je suis un démocrate. Je n'ai pas l'arrogance de penser que je suis un homme providentiel irremplaçable. Et qu'il y a beaucoup de... Et aujourd'hui, on a vu qu'après Mamadou Issoufou, il y a eu Bazoum, et après Bazoum, il y a maintenant le général Tiani qui est là. Et je crois que beaucoup de choses sont en train de se dérouler dans ce pays. Alors, on va passer donc cette fois-ci à une autre information qui venait de tomber, je crois, depuis avant-hier ou hier, là, c'est que, alors là, les choses vont très mal pour le Congo Brazzaville. Vous avez certainement pris connaissance de cette information. L'agence britannique Standard Poor's vient de sanctionner le Congo Brazzaville après son annonce, bien sûr, de rééchelonnement de la dette. La note souveraine du Congo a été donc dégradée de B à CC, c'était le 30 octobre dernier, remettant en cause le plan Makosso, s'il faut l'appeler comme ça, le plan national d'optimisation de la trésorerie, adopté en octobre dernier par le gouvernement Makosso pour rééchelonner la dette obligataire sur le marché domestique. On peut parler là d'un revers, un C'est un revers revers pour le qui est régime de connu. Brazzaville. Mais alors, quelles conséquences donc à quoi peuvent s'attendre les Congolais? Quelles pourraient être À quoi peuvent s'attendre les Congolais? Quelles pourront mais être Christian? les Il y a une conséquences sur le plan information. social, par exemple? Non, mais Christian, il y a une information encore plus grave que tu devrais donner. C'est qu'il y a plusieurs institutions financières qui projettent la tendance de l'évolution du baril du pétrole et qui estiment que déjà au cours de l'année 2025, nous allons nous situer autour d'une moyenne de $60. Mais dans le budget, dans l'avant-projet du budget De 60 2025, dollars et ils disent ça va mettre longtemps, c'est-à-dire ça pourrait s'étendre sur, je crois, 4 ans, comme ça, ils ont dit, 4 ans. oui, Pendant 4 ans, mais c'est tout, le pétrole, le cours du c'est toute pétrole cette va... masse d'informations qui nous amène à dire quoi? Qui nous amène à dire que avant que le budget, avant que le budget de l'année 2025 ne soit voté, nous avons une masse d'informations qui peuvent nous permettre de dire que la feuille du gouvernement doit être complètement revue. Parce que si la tendance
du baril du pétrole est de chuter à 60 $, alors qu'au budget, on a prévu à 74, c'est-à-dire 14 points en moins. Vous figurez les conséquences? Mais les conséquences, c'est qu'il n'y aura plus du tout de salaire. Et comme ces gens font des salaires et des pensions, etc., ils ne font pas de ces dépenses, des dépenses prioritaires, les Congolais vont terriblement souffrir. En Mais fait, si aux vous êtes en train Congolais, de dire que le pire est en train d'arriver pour les Congolais, c'est ça? le pire est en train d'arriver. Dans tous les cas, Christian, gouverner, c'est prévoir. Et pour prévoir, il faut que vous ayez un dispositif informationnel qui vous permette de projeter l'avenir. Mais si jamais... Et ma question, pendant que vous avancez, pardon Clément, est-ce que le gouvernement congolais n'avait pas vu venir ceci, c'est-à-dire la décrue donc, du cours du baril, Comment ils n'ont pas à pu venir? courant Comment ils n'ont 2025, pas pu venir? n'ont pas vu venir. Mais Christian, est-ce qu'on pouvait envisager de prendre en compte un certain nombre de paramètres sans tenir compte du contexte? Quand je parle du contexte, je parle de quoi? Mais je parle de l'élection du président des États-Unis. Je parle de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, parce que c'est des facteurs qui ont joué sur tout ça. Mais quand vous envisagez, quand vous faites votre projection, il faut que vous tenez compte de ça, y compris des hypothèses optimistes et des hypothèses pessimistes. Mais il est bon que vous vous positionnez beaucoup plus sur les hypothèses pessimistes qui vous amènent à envisager un certain nombre de mesures rigoureuses. Et si elles sont meilleures que ce que vous avez prévu, vous allez vous Et en cela sortir. permet en fait d'anticiper un certain nombre de choses. Et donc, ma question, c'est de savoir, finalement, on n'a pas des gouvernants. On n'a que des petits escrocs, des petits voleurs qui sont accaparés d'un pays. Alors, bon, ça n'engage que Bon, moi, je moi. dirais, La vérité, c'est ça, c'est que les éléments existent. Aujourd'hui, on a volé tout l'argent du pétrole et voilà, et l'argent du Congo a été dilapidé, c'est le cas de le dire, hein. Ceux qui sont là sont moi, moi, responsables, c'est moi, des auteurs en fait de ces crimes-là. moi, je dirais tout simplement que les gouvernants actuels n'aiment pas le Congo, ils n'aiment pas les Congolais. Mais ils ont un amour imbu d'eux-mêmes. C'est pour Ben voilà eux-mêmes qu'ils pourquoi je dis que travaillent. ce ne sont pas des gouvernants, parce que gouverner, c'est prévoir, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Dès lors qu'on n'a même pas cette capacité d'anticiper, ça veut dire qu'on est venu pour une autre mission. C'est la prédation, venir s'enrichir illicitement. Et on le voit, hein. C'est visible, hein, les éléments existent. Voilà. Mais bref, ça c'est un autre Mais sujet, on y reviendra un autre jour. Alors, on va parler donc, pour terminer, évidemment, c'est la situation des retraités du Congo-Brazzaville, les fonctionnaires retraités au Congo-Brazzaville. La fois dernière, vous nous disiez que finalement, même dans le projet de loi des finances 2025, leur situation n'a pas été prise, j'allais dire, au sérieux ou en conséquence, c'est-à-dire on a prévu une ligne budgétaire, mais qui ne peut pas couvrir toute l'année 2025. Après, on se pose la question de savoir pourquoi, et je vous posais d'ailleurs la question de savoir si c'était intentionnel de faire souffrir les retraités. Vous disiez, bien entendu, que oui. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'on puisse élaborer une loi des finances qui va en fait couvrir une année, mais que la ligne budgétaire pour voilà, traiter tout ce qui est pension soit une ligne qui finalement ne tient compte que de 6 mois. Je crois que c'est ça, non? 6 mois, c'était ça? Christian, les retraités du Congo, surtout ceux de la CREF, parce qu'il y a ceux de la CNCS et de la CREF, mais je maîtrise mieux la situation au niveau de la CREF. Ils vivent une situation extrêmement difficile. Avant 2024, ils avaient 39 mois d'arriérés de pension. Ils ont une situation des arriérages. Ils ont une situation du point de l'harmonisation du point de l'indice à 300, parce que la plupart d'entre eux touchent au point d'indice 160, c'est-à-dire qu'ils touchent à peine la moitié de ce qu'ils devraient toucher, ce qui est extrêmement grave. Et moi, j'ai été surpris lorsque on a annoncé qu'on allait payer 2 mois. J'ai vu nos syndicalistes féliciter le président de la République. Mais je dis, le président de la République ne sort pas l'argent de sa poche. Il s'agit de l'argent du Congo. Et il s'agit d'aller vers une répartition équitable des richesses du Congo. On ne peut pas avoir plus de 39 mois d'arriérés de pension dû à la mauvaise gouvernance de ce gouvernement et les féliciter soi-disant. Non, au contraire, c'est pour ça que lorsque justement la dernière fois j'ai évoqué que l'on avait
jeter un coup d'œil sur l'avant-projet de la loi des finances 2025, j'ai vu qu'au titre des cotisations sociales, au titre de la CREF, on a prévu 62 milliards. Ça ne permet pas de couvrir toute l'année, Christian. Et j'ai souhaité, notamment que nos syndicalistes, qui ne veulent pas nous avoir dans l'Assemblée générale, parce que nous demandons une Assemblée générale pour faire des propositions, examiner notre situation et voir Oui, mais comment on peut... simplement parce qu'ils ont probablement des agendas cachés, c'est simplement ça. Ça, en tout cas, je constate, on a fait, il y a près de 4-5 ans, qu'on a fait une Assemblée générale à Wenze. Et depuis, je suis surpris que dans leur mode de fonctionnement, tous les jours, on apprend qu'ils rencontrent le directeur général de la CREF. Tous les jours, ils sollicitent des rendez-vous auprès du ministre du Travail, auprès du Premier ministre, etc. Oui, mais Clément Mais ils Birassa, se vous savez refusent. comment ça se passe lorsqu'on rencontre le ministre, à la fin, il y a toujours, comment ils appellent ça, un petit pot de vin, mais généralement, c'est des centaines de mille. Et voilà, ils se contentent de ça, ils profitent de tout ça. Voilà pourquoi ils ne tiennent pas compte de vos souffrances, de vos problèmes, parce que Oui, vous n'avez mais en fait pas les mêmes problèmes. nous tenons à leur rappeler que lorsqu'ils viennent féliciter le président parce qu'on a payé 2 mois, juillet et octobre, alors qu'il y a les mois d'août et de septembre qui ne sont pas payés, donc nous ne sommes même pas à jour pour ce qui est de l'année rien que 2024, ce n'est pas sérieux. Il faut que nous nous battons pour défendre nos intérêts. Et nos intérêts, ce n'est pas seulement la régularité de la pension. Nous osons espérer que pour 2025, le Parlement qui va adopter le projet de budget de l'année 2025 va tenir compte de ça, pas seulement en ce qui concerne les pensions, en ce qui concerne les salaires en général, en ce qui concerne les bourses, parce que ce sont des dépenses incompressibles, mais qui sont prioritaires. On devrait, quand on fait le budget, on doit programmer la régularité du paiement des pensions et nous revenons sur ça pour dire il faut. Mais nous souhaitons, et c'est ce que nous proposons à nos responsables des syndicats, parce qu'assez souvent on leur entend dire ah non, nous ne voulons pas de la contestation. Non, il faut qu'ils sachent que l'article 27 de la Constitution garantit la possibilité de manifestation. Ce n'est pas interdit que nous fassions une réunion. Si elle est bien encadrée par la force publique, etc., il n'y a aucune raison qu'on craigne. Et c'est de là que vont sortir un certain nombre d'idées qui vont aider les gouvernants, je suppose, à nous aider à sortir de la situation présente. Donc, l'appel que je lance, notamment aux responsables de nos syndicats, mais surtout aux sénateurs et aux députés, c'est de bien regarder la ligne cotisation sociale à l'endroit de la CREF, de réaliser que cette ligne ne permet pas de couvrir les pensions pendant toute l'année 2025, de redresser cette situation. Dans tous les cas, s'il ne la redresse pas, nous allons dénoncer cela, qu'il redresse cette situation et qu'il nous donne la garantie qu'en 2025, chaque mois, les pensions seront payées et qu'il prenne des dispositions pour s'asseoir avec nos syndicats, pour négocier un accord, pour voir comment régler les problèmes qui sont mâchés. Mais nous, on a une solution, on a des solutions, Christian, qu'on propose. Et il est dommage que le gouvernement ne les accepte pas. La première solution, nous avons parlé de la réduction du train de vie de l'État. La deuxième, nous avons parlé de la récupération de l'argent qui a été dilapidé du Trésor public. Ce n'est pas la réforme que le ministre des Finances est en train de faire au Trésor qui va faire rentrer l'argent, mais il faut même prendre les dispositions pour que les vols, la fraude, la concussion, tout ça s'arrête. Ce n'est pas la situation. Nous avons par exemple l'article 12 d'une loi qu'ils ne veulent plus revoir, parce que c'est la loi qui fait obligation de déclaration de patrimoine, qui sanctionne ceux qui ne font pas de déclaration de patrimoine. Et aujourd'hui, Christian, parmi eux tous, aucun n'a fait une déclaration de patrimoine conformément à la loi. Donc, il y a un moyen de trouver de l'argent pour régler un certain nombre de problèmes. Maintenant, il y a d'autres lignes. Oui, mais curieusement, dans le même temps, on voit bien comment les notes de nomination fusent tous les jours. Il y a des nominations. Mais ils ne font qu'une déclaration de patrimoine, alors qu'il y a la Constitution fait obligation à tout citoyen élu ou nommé à une autre fonction publique, surtout lorsqu'il s'agit des positions dans le secteur financier, de faire la déclaration de son patrimoine, ce qui permet au moins un contrôle. Bon, c'est vrai, il faut dire, on a prévu 5 milliards pour la haute autorité de lutte contre la corruption. Je ne sais pas pourquoi, puisque c'est là aussi est venu
pour soutenir les responsables des scandales des crimes économiques et financiers. Et on ne sait pas comment on peut s'en sortir. Voilà, Donc, voilà. Clément Mirassa, nous sommes à la fin de l'heure. Je vais vous laisser le peu de temps qui nous reste, mais en répondant bien sûr à la question, la toute dernière, probablement, c'est que nous avons parlé évidemment de la crise économique et financière. Nous avons parlé de beaucoup d'autres choses, la vente des terres, la cession des terres arabes du Congo-Brazzaville au Rwanda. Alors, parmi ces crises, il y a aussi la crise politique. C'est vrai que vous avez commencé, vous avez amorcé sur la crise politique, mais que devrait-on faire? Sinon, que doivent faire les Congolais pour finalement changer les choses? Voilà, il faut que ça change, sinon après, voilà, sinon c'est un suicide collectif. Bon, les Qu'est-ce que vous Congolais doivent proposez, prendre vous? leur destin. Je Les sais qu'il y a Congolais d'autres qui commencent par non, il y a d'autres qui proposent déjà des dialogues politiques ou dialogues tout court, dialogue inclusif. Et d'aucuns parlent de transition apaisée, non conflictuelle, et d'autres parlent de conférence nationale. Vous, qu'est-ce que vous proposez? je souhaite m'en tenir d'abord à ce qui est constitutionnel. Et ce qui est constitutionnel aujourd'hui, c'est de constater que le Parti congolais du travail n'est pas en conformité avec la loi et que les gouvernants ont triché depuis plusieurs années en prenant des textes pour déclarer ce parti conforme à la loi alors qu'il ne l'est pas. Et tout, que ce soit le Parti congolais du travail, que ce soit les organes qui lui soient affiliés, ne devraient pas mener des activités sans que ce problème ne soit réglé. Donc, c'est un problème constitutionnel. Ce n'est pas une invention de Clément Mirassa, c'est pas... Non. Et ensuite, Christian, il faut insister sur le fait que le Parlement qui a adopté ces lois qui sont en train d'être violées, c'est un Parlement composé majoritairement par les députés ou les sénateurs du Parti congolais du travail. Alors, que voulons-nous? Et la loi est claire. En cas de violation des lois et règlements de la République par un parti ou un groupement politique, le parti concerné est suspendu par le ministre chargé de l'administration du territoire qui ferme ses locaux. Donc, le Parti congolais du travail devrait être sanctionné. L'autre conséquence, Christian, le président de la République ne peut pas être président du Parti congolais du travail. En plus du fait qu'il n'a pas respecté le serment qu'il a prêté de respecter et de faire respecter la Constitution. Maintenant, la question que les gens me posent, Christian, si on applique ça, tout tombe, mais il faut que nous assumons. La réalité, Christian, ceux qui parlent de transition, ceux qui parlent d'élection, si ces dispositions sont appliquées, nous n'avons plus de Parlement, nous n'avons plus de Sénat, nous n'avons plus d'Assemblée nationale, alors il faut qu'on s'organise. Moi, l'idée que j'ai, c'est qu'il faut que nous nous adressions à la communauté internationale pour dire voilà la situation dans laquelle le Congo se trouve. Le président Denis Sassou Nguesso est en situation délicate et manifeste d'incompatibilité constitutionnelle. Il ne peut pas être président du Parti congolais du travail. C'est constitutionnel. Et cette constitution a été taillée sur ces mesures. Et ensuite, le président du Parti congolais du travail ne peut pas organiser des élections libres, démocratiques et transparentes. C'est ce qui fait apparaître que tout l'appareil d'organisation des élections est dominé, mais par les membres du bureau politique du PCT, les membres du comité central. Donc, vous ne pouvez pas aller à une élection libre, démocratique et transparente. Et aujourd'hui, vous voyez, depuis qu'on a relevé, qu'on a fait constater au ministre Mboulou que le PCT n'est pas en conformité avec la loi, mais il a du mal à convoquer une concertation. D'ailleurs, il l'a convoqué sans base juridique, mais maintenant que tout le monde sait que le PCT n'est pas en conformité et qu'ils ont pris la décision, selon eux, que ne prennent part à ces concertations que les partis qui sont conformes à la loi, donc ils se sont fait harakiri et il faut qu'ils sachent. Donc, il faut que le président de la République qui a prêté le serment prenne les dispositions pour que le Parti congolais du travail soit sanctionné. Et j'insiste sur ça, parce que c'est solennellement devant la nation et le peuple congolais que le président Sassou a prêté le serment de respecter et de faire respecter la Constitution. Et faire respecter la Constitution aujourd'hui, malheureusement, c'est à lui d'appliquer ça.
Il est de façon anticonstitutionnelle président du Parti congolais du travail, mais il faut qu'il applique la loi pour que le Parti congolais du travail soit suspendu. Maintenant, le reste, si tout tombe à plat, ben, il faut que nous regardions ce que nous devons faire, parce qu'il faut que nous ayons une réorganisation pour qu'on aille de l'avant. Mais sinon, perdurer, j'entends les voix, Colline Makossa avait parlé du président Sassou comme l'homme présidentiel, etc. Mais Colline Makossa, il sait que le président Sassou est en situation délicate d'incompatibilité constitutionnelle. Comment on fait? D'un côté, on vante qu'on veut restaurer l'autorité de l'État. De l'autre, on veut favoriser les violations de la Constitution. C'est inacceptable. Donc, le président Sassou est face à ses responsabilités et il faut qu'il les prenne. En tout cas, en ce qui nous concerne, nous insisterons beaucoup sur cet aspect. Et nous osons espérer que tous ceux qui suivent nos vidéos, que ce soit les membres du Parti congolais, ce n'est pas une attaque personnelle que je fais au Parti congolais. Non, c'est je veille et je contrôle l'application des lois qu'ils ont eux-mêmes adoptées. Et la situation, c'est là, Christian. J'ose espérer qu'on va y avancer et qu'on va. Maintenant, l'autre aspect qui est très important, je m'adresse aux Congolais pour leur dire, nous avons parlé de terre, nous avons parlé de l'annulation des accords. Cela n'a pas été fait. Mais regardez ce qui se passe au Mozambique. Si nous ne réglons pas cette question, ben nous y arriverons. C'est-à-dire qu'à un moment donné, nous serons révoltés de la situation. Mais n'attendons pas ce moment, cherchons à régler ce problème dès maintenant et attirons encore l'attention des gouvernants pour dire les Congolais, tant de l'intérieur que de l'extérieur, se sont prononcés pour l'annulation totale de tous les accords signés avec le Rwanda et que l'on prenne les dispositions pour que le Rwanda ne s'ingère pas. Nous savons que Cristal Venture, c'est des militaires qui sont basés à Maluku, etc., mais qu'ils ne prennent pas prétexte de ça pour venir s'ingérer dans la situation du Congo, pour chercher à avoir le contrôle de notre pays et pour chercher à faire perdre notre souveraineté. Je crois que c'est tout ce que... Alors, tout à l'heure, pardon, Clément Mirassa, vous avez dit que tout est sous le coup de la loi, c'est-à-dire déjà même le président lui-même est en situation, vous avez dit, difficile par rapport à la Constitution. Vous avez parlé du Parti congolais du travail et quelque part, vous avez même évoqué, disons que probablement qu'il faut s'adresser à la communauté internationale, donc une sorte de médiation internationale, c'est ce que j'ai cru comprendre. Donc vous en appelez à une médiation de la communauté internationale, c'est ça? Mais la situation du Congo nécessite l'intervention de la communauté internationale, qui doit venir pour sauver un pays en péril, parce que le président s'assoit dans une situation très, très inconfortable. Le Parti congolais du travail n'est pas en conformité avec la loi. Et il faut que la loi s'applique. C'est eux qui aiment à dire que la loi est dure, mais c'est la loi, qu'elle doit s'appliquer à tous dans toute sa rigueur et que nul n'est au-dessus de la loi. Donc le président Sassou n'est pas au-dessus de la loi. Il doit se conformer. Et l'article 15 est clair. Tous les citoyens congolais sont égaux devant la loi. Et c'est ça que nous devons appliquer. Donc moi, j'en appelle beaucoup plus à ce que la loi soit appliquée et à ce qu'on appelle une médiation internationale pour venir régler le cas du Congo. Je vois qu'il y en a beaucoup qui se prononcent, qui veulent que Denis Sassou Nguesso soit candidat. Voilà. Quoi. Et c'est tout ça la diversité. Donc voilà la situation, Christian. Merci Clément Mirassa, et parce que la République, c'est le respect de la loi. Grand merci d'avoir été avec nous, Clément Mirassa. Je rappelle que vous êtes économiste, statisticien, président du Parti social-démocrate congolais, ancien ministre congolais du commerce, ancien ministre congolais, bien sûr, développement industriel. En tout cas, merci d'avoir encore été avec nous dans Droit de savoir. Mesdames, Messieurs. À bientôt, Christian. Merci. Chaque fois qu'on me sollicitera, j'interviendrai. Je vous en prie. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Comme d'habitude, cliquez sur le triple solaire juste en bas de la vidéo. Partagez massivement cette émission et dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On se retrouve prochainement. Mais avant, prenez vraiment soin de vous car chaque jour est une vie. Merci.